Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, on est bien, on est ensemble avec Père Samuel. Très heureux d'être avec vous, cher fils. Oh, continuez, vous voyez. J'aimerais bien voir comment ça donne. Thibaut, tu vas bien? Ça va très bien, ça fait plaisir. On est heureux de te voir. Yes. De temps en temps, aussi. cette saison, tu étais un peu moins là, mais tu as eu des déplacements. Non, aussi. Je sens que tu veux puis, moins voir. J'ai voulu te mettre de côté, c'était mon désir premier. Et je pardonne. Tu m'as démasqué. mais il n'arrête pas de me supplier de revenir aussi sur l'émission. Mais non, c'est pas vrai. Et Jean-Marie, tu vas bien? Oui, ça va très bien aussi. Je vois que vous êtes tous les deux dans un ton sombre, par contre. Comment sombre? souvent assez sombre. Vous lancez une bonne ambiance sur le plateau. Non, ça c'est du noir clair. Oui, c'est vrai. Et moi, le dernier que j'ai rencontré qui ressemblait un peu... C'était l'inspecteur du fisc. Voilà, c'est ça. Parce que tu as souvent l'inspecteur du fisc qui vient te voir? Non, mais les fois où il est venu, j'en suis sûr. C'est ça. Alors on a le père, le fisc, j'espère que tu as ça d'esprit. Écoute, normalement, il est au fond de moi. Alors les amis, on va... Normalement m'inquiète en tout cas. Moi je sais, mais après c'est à vous de juger. Mais on va commencer... ça vous fait peur. On va commencer sur un premier sujet, parce que c'est un sujet d'actualité. C'est le délit, c'est une proposition, mais le délit de non-partage des tâches domestiques. Est-ce que vous en avez entendu parler avant que vous voyiez l'énoncé? Jean-Marie, t'en avais entendu parler? Pas sous cette forme-là, mais sinon, oui. Mais alors là, c'est d'actualité, ça date du 21 mars de cette année. Donc, en politique, une proposition, je vous lis l'article, une proposition qui ne manque pas de faire réagir, je l'avais entendu à la radio, ça m'a fait marrer. Sandrine Rousseau est-elle invitée, donc femme politique actuelle, Oui. Sandrine Rousseau est-elle l'invitée ce 21 mars d'un live organisé par le média Mademoiselle sur la plateforme Twitch. Au cours de l'émission, de nombreuses questions ont été posées à la finaliste de la primaire Europe Écologie Les Verts. Et c'est au détour d'une question sur les tâches domestiques que Sandrine Rousseau s'est démarquée en proposant l'idée de mettre en place un délit de non-partage des tâches domestiques dans les foyers, pointant au passage un impensé des politiques d'égalité hommes-femmes actuellement. L'ancienne porte-parole de la campagne de Yannick Jadot estime que le privé est politique, ça c'est quand même très, très important, le privé est politique et tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, on n'y arrivera pas. Et Pascal Praud qui faisait une remarque très intéressante, puisque c'est en les écoutant eux, il disait le privé et politique, c'est le propre des régimes totalitaires. Ah oui. Et c'est très intéressant, mais du coup moi j'ai creusé un petit peu, j'avais entendu 2-3 faits divers comme ça, et j'aimerais vous en citer 2. En février 2021, un homme en Chine a été condamné à payer 6 000 € en dédommagement de l'ensemble des tâches ménagères qu'il n'a pas effectuées durant les 5 ans de vie commune avec son épouse. Un mois plus tard. Mais je suis ruiné. On est en 2021. Un mois plus tard, au Portugal. On arrive sur le continent. Au Portugal, un tribunal a condamné un homme à verser plus de 60 000 € à son ex-conjointe en dédommagement de l'ensemble des tâches ménagères qu'il n'a pas effectuées durant les 30 années de leur vie commune. Une décision inédite en Europe. Combien c'est 60 000 €. Pour 30 ans, ça fait 2 000 € par an. Première des choses que moi je vais faire, j'interdis à mon épouse d'écouter cette émission. Tu vas peut-être nettoyer 2-3 assiettes pour avoir la facture moins élevée. C'est ça. Bon, alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose qui se répand quand même. C'est pas juste, c'est une proposition de loi qui nous prête à sourire chez nous, mais elle est appliquée, en tout cas. Il y a eu de la jurisprudence, particulièrement au Portugal, je trouve ça intéressant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Je vais vous poser une première... Non, pardon, je change de question. Est-ce que vous faites des tâches ménagères à la maison? Oh bah, bien sûr. Papa, est-ce que tu fais des tâches ménagères? Explique-nous, raconte-nous. Allez, vas-y, partage. Attendez que je réfléchisse. Là, on a toutes les dames qui écoutent l'émission qui sortent la calculette. Écoutez, c'est moi qui monte le bois tous les jours. Déjà, ça fait partie. oui, exactement. C'est une. Est-ce que tu lances le linge? Oui, dans le panier. Voilà. Je le lance toujours dans le panier. La vaisselle, est-ce que tu l'as fait? C'est le lave-vaisselle, dis donc. Et je l'arrange, oui, quand je le peux, oui. Donc on comprend tous ce que ça signifie, bien aimé, vous avez tous compris. Ah mais non, vous n'avez rien compris, non. J'aime débarrasser la table. Thibaut va faire. Moi je fais la cuisine. Moi je fais
quasiment tout le temps. 99% du temps, je fais les repas. Waouh. La cuisine. C'est beau. Et j'essaie de temps en temps d'aider à faire la vaisselle parce que quand je fais la cuisine, je fais la cuisine. Genre vraiment, j'utilise beaucoup de casseroles et j'essaie de faire des efforts de temps en temps. Mais je trouvais bien que depuis qu'elle est mariée, ton épouse a l'air un peu malade. Elle maigrit. C'est pas gentil, laisse ma femme tranquille. Sans un peu fiévreuse et tout. Et Jean-Marie? Alors, la cuisine qui explique ça. Moi, par charité pour tout le monde, je ne fais pas la cuisine. Parce que si je fais la cuisine, c'est très grave. Donc, je ne fais pas la cuisine. Je ne sais pas faire, j'ai pas être envie. attaqué pour empoisonnement. Oui, c'est ça. Je crois que je serai poursuivi. Donc, je ne fais pas. Je ne fais pas la cuisine. Mais je descends les poubelles. Je descends les poubelles. Je fais souvent la vaisselle. Il m'arrive assez souvent de balayer ou de laver par terre. Et puis... voilà, enfin des petites choses par-ci. Mais je suis pas une fédéologie, hein, non. Administratif, ça, toi tu fais. C'est toi qui fais? Alors moi, c'est moi qui fais tout ce qui est administratif. Thibaut, toi je te pose pas la question parce que j'ai participé. Tu soupçonnes? Non, mais j'ai vu, j'ai constaté. Ouais, Thibaut, avant qu'il se marie, faut quand même que je le dise, Thibaut, avant qu'il se marie, il avait une boîte où tous ses papiers, il les mettait dedans. Et un jour, je suis allé les voir, et puis j'ai vu Anne-Cat qui était désespérée. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Anne-Cat? Je suis en train de trier ses papiers, c'était des piles comme ça. Ah ouais. C'était impressionnant, juste à ranger dans des classeurs, ouais. etc. Oui, mais ils étaient tous dans la même boîte. c'est ça, je savais où les retrouver. Alors, Je savais où les retrouver. où tu pourrais les retrouver. Mais là, Exactement. c'était un archéologue qui devait venir. Si Champollion, faut demander à Champollion. Donc je comprends, bon, vous n'êtes pas les plus... Je pense Thibaut, il est quand même plus que vous deux. C'est peut-être une question de génération aussi? Oh, non, je sais pas, je pense que c'est surtout une question d'entente avec le conjoint, d'équilibre. Ouais, aussi. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans ce projet de loi, c'est qu'on peut redéfinir entièrement ce qu'est l'amour, l'équilibre dans le couple. On est plus dans un contrat. Hein. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. Non, je pense que quand on s'aime mutuellement, il n'y a pas de souci pour s'entraider ou... Ouais, ce qu'elle disait, bon par exemple moi je fais beaucoup plus que ce que vous dites là, mais ma femme elle bosse, bon la tienne si elle bosse aussi en fait, elle bosse à plein temps actuellement, donc là on se répartit vraiment à fond les tâches, toutes les tâches, mais elle ce qu'elle disait c'est en moyenne une femme elle bosse 8, pour travail égal, elle bosse 8 heures de plus à la maison pour faire les tâches ménagères etc. que l'homme. Pour travail égal. Les deux ont un plein temps, elle fera plus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors c'est vrai que c'est souvent les féministes qui utilisent tous ces arguments-là. Est-ce que déjà légiférer dessus, ça vous choque? Alors légiférer, moi, ça me paraît une mauvaise solution parce que ça, comme dit Sam, ça va pas régler vraiment des problèmes, ça va créer des pressions, etc. Et surtout comment il le justifie? Quand ils veulent se divorcer, comment il justifie? Il n'a jamais lavé les assiettes. Ça veut dire que là, on sent qu'il y aura une femme qui dit ça, elle sera beaucoup plus écoutée qu'un homme qui dit non, ma femme n'a jamais lavé les assiettes. Puis après, les hommes, ils vont porter plainte contre des femmes qui n'ont pas assez travaillé. Ils vont dire elle aurait pu travailler plus, et pendant ce temps, elle n'a pas travaillé. Et pourquoi elle n'a pas travaillé? Moi, j'étais le seul à bosser. Elle était au chômage, tiens, mon œil, elle était contente de rester à la maison. Donc moi, je lui demandais tant par an. Tu vois, c'est pareil. Tu veux nous exprimer une peine que on sentait que ça sortait d'un coup. Mais comme dit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'est plus du tout dans une relation homme-femme, l'amour conjugal, où finalement les tâches... je ne sais même pas si c'est une question de partage, c'est une question d'entraide. Oui, tant que c'est fluide dans le couple, on s'en fiche de ce que les autres font. Oui, tant que ça marche. Et puis moi, je sais que chez nous, mais sans forcément... on n'a jamais rien réfléchi, mais les choses se sont faites plutôt naturellement. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, le bois, etc. C'est normal. C'est normal, ça. Maintenant, Dominique, naturellement, c'est elle qui va faire des tâches dans lesquelles je me sens totalement incompétent.
Ouais, tu vas me dire sur certains... Repasser. Ouais, mais tu vas me dire sur certaines choses physiques. Je sais que quand vous avez changé votre terrasse, c'est elle qui a enlevé, qui a fait sauter tous les... Mais elle voulait me faire plaisir. Ah, ouais. Elle voulait me faire plaisir, elle s'est blessée d'ailleurs à cause de ça. Elle a fait sauter tous les carreaux à la main. Eh ben. Elle a enlevé tous les carreaux à la main, et puis pour que j'ai une surprise, j'étais en déplacement en évangélisation, et quand je suis rentré, elle avait enlevé tous les carreaux à la main, mais ensuite elle a eu des problèmes, des tendinites au niveau des mains. Maintenant, est-ce que Mais en tout cas, j'étais reconnaissant. Est-ce que, de légiférer, on est d'accord, mais est-ce que vous êtes surpris de voir qu'il y a, par exemple, au Portugal, quelqu'un qui est condamné à payer 60 000 euros? Moi, je ne suis pas surpris parce qu'on sent que c'est la tendance actuelle, effectivement, de tout niveler, genre un égalitarisme extrême, ce qui me semble aujourd'hui être insensé parce que l'homme est différent de la femme, les sensibilités de l'homme sont différentes des sensibilités de la femme, et la Bible dit clairement qu'effectivement, il y a des rôles différents attachés à l'homme et des rôles différents attachés à la femme, et qu'effectivement, il faut trouver l'équilibre, je dirais, dans le couple, mais globalement, on ne peut pas non plus annihiler le fait qu'il y a des différences hommes et femmes. Mais est-ce que tu es en train de dire que dans la Bible, il y a des textes qui disent que la place de la femme, c'est dans les tâches ménagères ou la cuisine, si tu veux. C'est la cuisine. En tout cas, Tite 2,5 dit clairement qu'un des rôles de la femme, c'est de s'occuper aux soins domestiques de la maison. Et en tout cas, c'est clairement écrit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle doit tout faire et qu'on doit l'exploiter? Non, je ne crois pas que c'est ce que le texte dit. Est-ce que c'est que dans le cadre du contexte où la femme ne travaillait pas à ce moment-là et était plus à la maison? En tout cas, c'est sûr que la culture a vachement changé parce que avant le travail à l'extérieur séculier, c'était que masculin. Donc évidemment, ça allait de soi que les tâches de la maison, c'était maintenant que les femmes travaillent quasiment autant, ou presque, c'est sûr que c'est logique qu'il y ait une répartition. Parce que comme on le dit et comme tu montres dans les stats, c'est vrai que les femmes, si elles travaillent à l'extérieur et qu'en plus seules, elles font toutes les tâches de la maison, alors ça devient invivable. Ça, c'est invivable. Mais c'est vrai que cette évolution, elle est en train de se faire et culturellement, elle n'est pas encore arrivée à son terme. Et ça, vous pensez que c'est bon? Il faudrait qu'il y ait une progression du coup chez les hommes, parce qu'il y a une question de mentalité aussi. Mais oui. Est-ce que c'est quel est votre avis là-dessus? Est-ce que les hommes devraient évoluer à ce niveau-là quand à travail égal? Je parle pas de quotas, etc. Mais je parle en termes de mentalité, cheminer là-dessus. Je pense qu'à travail égal, il faut qu'il y ait un partage des tâches. Ça, c'est sûr. La question de fond, serait plutôt inverse. C'est quels sont les choix de vie que l'on fait qui, finalement, obligent l'épouse à aller travailler? Quelles sont les priorités qu'on donne? Puisque chez nous, ta maman, elle travaillait avant que les enfants arrivent. Et une fois que nous avions reçu le deuxième enfant, la décision que nous avions prise, c'est évidemment, on changeait notre standing, on changeait notre niveau de vie, mais la décision, c'était que maman prenne soin des enfants et soit avec eux. Et donc, si elle est raccord avec cette mais c'est un choix, évidemment, qu'on a fait à deux. Bah oui, ouais. Donc, à ce moment-là, les rôles se sont définis un peu comme le dit Paul à Tite, de cette manière-là. Les tâches ménagères lui incombaient beaucoup plus, et moi, j'étais beaucoup plus affairé par... Ça veut dire qu'avant, vous faisiez ensemble les tâches ménagères? Au début, j'étais... Alors, je me souviens plus, ça fait longtemps. D'accord. Bon, il faudrait faire revenir Dominique. Je ne voudrais pas. Non, puis il n'y a plus de documents, tu vois, c'est dommage. J'ai cru déceler une prescription. Les archives ont été brûlées, c'est pas de peau. Mais non, je pense que je mangeais plus souvent chez ma mère. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, c'est comme ça que j'avais trouvé l'équilibre. Mais donc, en tout cas, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ce projet de loi, c'est qu'on comprend bien que maintenant, pour une Sandrine Rousseau, c'est de l'anticipation du divorce, parce que tous ces textes-là, ils servent que en cas de divorce. En général, quand le couple ne divorce pas, il n'y aura pas des plaintes ensuite de non-délit. Et pour moi, c'est tellement inculqué que non, c'est qu'une saison de la vie, et du coup, il faut être équilibré dans tout, parfaitement.
Et ce côté, pour moi, c'est ce côté. L'amour devient contractuel. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans. C'est ça. On est dans de l'anticipation. Mais je pense que pour bien répondre à la volonté que cette dame a de proposer un tel texte, il faut comprendre que cette dame a aussi déclaré qu'elle vivait avec un homme déconstruit. Oui. Et à partir du moment où on me dit, mais qu'est-ce que signifie un homme déconstruit ? Est-ce qu'un homme déconstruit est justement quelqu'un qui, finalement, n'a plus son identité rattachée à sa masculinité ? Oui. C'est quoi un homme déconstruit ? Et elle le clamait haut et fort qu'elle vivait avec un homme déconstruit. Donc, à partir du moment où on vit avec un homme déconstruit, dans la mesure où on nous dit ce que c'est, mais moi je crois que... Et on le proclame. Quoi. Moi je crois que ce qui rassure une femme naturellement, c'est d'avoir un homme construit. C'est d'avoir un homme sur lequel elle peut s'appuyer. Mais un homme sur lequel on peut s'appuyer n'est pas un exploiteur. Mais alors là, tu la ferais hurler. On est dans des fonctions totalement différentes. On est, comme le disait Thibault, dans des fonctions complémentaires. Mais oui. Et c'est Madame Rousseau donc, qui est dans une logique qui est la sienne. Ouais. Si je vis avec un homme déconstruit, j'en arrive à ce genre de résultats. Mais on n'est plus dans une relation... On sent que s'il faut légiférer, on n'est plus dans une relation d'amour, de respect, d'entraide, on n'est plus dans ça. On n'est plus que dans ce que vous disiez du contrat de lutte. Même la dernière ligne du contrat, là, qui dit que... Tu peux nous relire juste la dernière ligne ? La dernière ligne. L'enseigne porte... Je sais pas de quoi tu veux. Enfin, de son projet de loi. Quoi. Mais moi, je trouvais que c'est marrant que ce soit justement pour la parité, mais en fait, c'est seulement pour le bien, la sauvegarde de la femme. Alors qu'en fait, si elle était vraiment dans un esprit de parité, elle devrait dire ou de l'homme aussi, parce qu'il y a aussi des hommes qui et de plus en plus qui travaillent à la maison, qui gardent des enfants pendant que leur épouse travaille à l'extérieur. Alors là, on bifurque légèrement sur un sujet qui est extrêmement intéressant, mais où je voudrais vraiment consacrer du temps, c'est le mouvement féministe. Parce que c'est clairement ça, hein. Et je trouverais très très intéressant qu'on s'arrête dessus, et tu fais bien de mentionner que c'est ça l'impulsion, hein, qui amène à ce genre de réflexion, et on voit bien que voilà, mais j'aurais 1 million de choses à dire sur le mouvement féministe, mais je garde ces choses-là. Il faudra inviter alors une dame aussi. Oh non, quand même, non, je vous embête. Bah oui, bien sûr, on l'invitera, on la briefera avant. En tout cas, moi je vous embête. Ouais, si je peux dire quelque chose, mais moi, dans ce qu'on discute, je trouve quand même qu'il y a une perte aujourd'hui d'encourager tellement les femmes à travailler autant que l'homme, et je trouve qu'il y a une richesse dans le fait de permettre à la femme de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, d'avoir justement de construire des familles solides, et que pour moi le problème c'est qu'on essaie de faire croire aux femmes que leur identité est moindre si elles sont à la maison, si elles s'occupent des tâches ménagères. Alors que c'est faux. Pour moi, il n'y a pas de valeur dans le fait ou de travailler dans le séculier ou de s'occuper des enfants, de la maison. Et que je pense que ça, dans l'Église, en tout cas, c'est important qu'il y ait vraiment qu'on encourage les mères au foyer dans leur identité, dans leur rôle qui est extrêmement important. Et qu'on ne devrait pas juste encourager les femmes à faire leur carrière et tout ça. Si certaines sont appelées à ça, il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté... Je pense qu'il faut qu'elles soient raccord avec... Des fois, je pense que dans les anciennes générations, il y a eu aussi tout le côté où on l'a presque imposé. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, de pouvoir en discuter, il y a quand même des possibilités autres d'être avec les enfants. Et c'est de trouver cet équilibre. Tu vois, maman, elle a travaillé jusqu'au deuxième, au troisième. Oui, quand le troisième est arrivé. Bon. Non, au second, elle s'est arrêtée. Ouais, c'est ça. Oh, ils sont arrivés vite l'un après l'autre. Oui, ils sont arrivés vite, oui. Mais donc, je pense que des fois, enfin, c'est juste être raccord, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais ce que vous dites aujourd'hui et ce que nous sommes en train de partager fait hurler la société actuelle. Ça, c'est sûr. Et c'est justement, pour aller un peu plus loin, d'où cette volonté de déchristianiser la société. Parce qu'on attribue au christianisme le fait
que ces valeurs qui prônent et qui encouragent, le patriarcat, par exemple, qu'on présente comme du patriarcat, on veut s'en débarrasser. Hormis que les nouveaux modèles qu'on nous présente sont catastrophiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il est clair, en France, il y a énormément de mamans qui aujourd'hui sont seules avec des enfants et qui souffrent. C'est juste. Et elles souffrent. Et les hommes, simplement, leur solution, ça a été on part. Parce que ce modèle-là ne correspond pas à ce que nous sommes déjà naturellement. Alors évidemment, on va toujours nous trouver des sociétés ou ceci ou cela, mais comprenez qu'il y a c'est pour ça qu'il y a aussi une volonté de déchristianisation pour amener une nouvelle idéologie. Bah oui. On est vraiment dans un combat d'idéologie. Mais sur la déconstruction, aujourd'hui, ça se passe dans les écoles. Hein. Ce qui amène aujourd'hui au wokisme, ce qui amène à énormément de choses totalement... Toutes ces choses desquelles on va entendre parler dans les émissions, on s'y retrouve. Ah, je sens que j'empiète sur un terrain. Oui, il y aura des émissions sur ça, mais encore une fois, c'est trop important. Je ne veux pas te prendre une émission. Non, tu ne me prendras pas l'émission. C'est pas en 2 minutes que tu résumeras ça. Non, mais c'est important de comprendre que nous sommes face à une volonté qui fait partie d'un plan global. Tout, ouais. Si on prend juste un élément, alors on se dit oui, non, c'est pas bien. C'est pas grave. Mais si on remet cet élément dans le plan global, alors dans leur logique à eux, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, la notion de féminisme et cette idéologie et de la déconstruction aussi, elle est trop intéressante et puis trop vaste pour le faire en une fois. Surtout que le temps passe déjà, ça fait déjà plus de 20 minutes que je vous écoute. Que tu nous écoutes. Que nous t'écoutons. Mais non, je l'embête. Vous le savez. Des fois, les gens ils disent. Je sens que tu vas recevoir des petits emails. Oui, je suis rodé, t'inquiète pas. Tu as des défenseurs sur Internet. Es-tu rodé ou endurci? C'est différent. C'est différent. Non, tu sais, il faut savoir être neutre dans ces choses-là. En tout cas, on va avancer. On m'a parlé des statistiques de ton temps de parole. On s'y retrouve et effectivement, j'étais surpris de voir à quel point tu. Surpris? Non, j'étais pas surpris. J'étais pas surpris. Mais ça m'a marqué, informé. Avoir des chiffres officiels, j'avais informé. Mais attendez, moi, mes statistiques correspondent à cette période électorale. Ah, ouais. Donc il se prend un peu pour Macron. C'est ça. Non, mais c'est bien ces références. On va continuer parce que du coup, on a une invitée, on a une femme. Donc tu voulais des femmes sur le plateau, je me suis dit on va mettre un peu de parité. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'elle a quelque chose à dire. Ah, tu appelles ça de la parité? Oui, je vous assure qu'elle... C'est parce qu'elles sont tellement précieuses qu'une femme vaut 4 hommes. Elle vaut 4 hommes largement, hein, vous allez voir. Mais non, on va accueillir Géraldine qui est avec nous. Yes. Géraldine qui est là. On est très très heureux de la voir. Et puis surtout, ça va Géraldine? Oui, il était temps qu'une femme arrive. Déjà, elle a perdu son micro et les ennuis commencent. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Ah non. Là, ça y est. Là, on a le taux d'audience qui remonte, toutes les femmes qui sont revenues sur l'émission. T'as entendu un peu notre sujet? Oui. Mais toi qui es une femme, tiens, ça te surprend de vouloir légiférer sur ça? Oui, ça me surprend. Après que les hommes aident, ça c'est une bonne chose. Maintenant, j'irai pas porter plainte contre mon mari. Parce qu'il est très bon dans le domaine. Ah, sinon tu l'aurais fait. Oui, c'est parce qu'elle n'a pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Sinon, elle a un petit carnet de notes toutes les fois où il fallait. Mais j'ai noté qu'il peut y avoir du mieux dans cette pièce. Il peut y avoir du mieux. Oui, je suis certain. Ah ben moi, en tout cas, je plaide coupable. D'accord. Ah ouais, Tu plaides coupable? Ah, sur... Oui, bah oui. Pourtant, t'as du temps en plus. Bah, puis ça réduit la peine. T'as pas envie de 60 000 €, t'as fait le calcul en fait. C'est ça. T'as combien... Allez, continue. On est en retard. T'as combien de temps de mariage là? 46. Oh, mais là, elle peut s'acheter une maison avec tout ce que tu vois. 46 ans. Ouh là là. Ça va piquer. Ça va coûter cher. C'est moi à 37 ans, oui, ça va. Ah ouais, ça va vous faire mal. Non, il ne faut pas qu'elle redise. Ou alors on on n'allait pas faire votre retraite au Portugal, hein, vous serez épargné. En tout cas, je ne fais pas de pub pour ce. On s'y retrouve. Non. Bon, alors là, moi j'ai demandé à Géraldine de venir. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà vu dans une émission sur les prisons. Toi, tu es visiteuse de prison. Tu avais oublié? Non. Mais je trouvais intéressant de pouvoir te faire revenir parce que tu es également la directrice de l'Institut JSP, Jean et Suzanne Peter-Schmidt, un institut biblique. Et j'aimerais qu'on puisse discuter un petit peu déjà de ce que c'est. On annonce souvent
il y a l'ouverture des inscriptions, il y a les étudiants. Alors on voit des gens qui sont là. On dit que ça dure 16 mois, mais on ne les voit jamais pendant ces 16 mois. Donc qu'est-ce que c'est JSP ? On les cache. C'est ça, vous les cachez jusqu'à ce que ça soit démasqué. Mais qu'est-ce que c'est JSP ? Et ensuite, on prend le temps de discuter de ça. Et ensuite, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans une réflexion, je dirais, plus globale. C'est est-ce qu'en tant que chrétien, c'est important, c'est nécessaire de se former, tout simplement. Je trouve que la réflexion, elle est... ça me lance un peu des fleurs de dire que je trouve la réflexion est bonne puisque c'est moi qui l'ai choisie, mais je la trouve bonne. Bravo. Je trouve que c'est bien qu'on se pose la question. Merci Géraldine. Mais toi qui es directrice de l'Institut. Moi, j'ai déjà vu des gens vouloir te jeter des fleurs, hein, mais avec le pot. Oui, t'en as fait partie. Alors, Gégé, qu'est-ce que c'est JSP ? Dis-nous un petit peu. Déjà, comment ça s'est créé ? C'est quoi un peu l'histoire ? Alors, la porte ouverte a toujours, depuis longtemps, eu une formation en interne que Jean-Marie avait démarré il y a combien de temps ? Je ne sais même pas. 15 ans. Voilà. Donc, c'est quand tu es arrivé, il n'y avait pas avant tout ça. Hein. Non. En tout cas, pas sous cette forme-là, peut-être. Non, pas sous cette forme-là. Voilà. J'ai presque envie de demander sous quelle forme on devait. Et donc, à un moment donné, est venue l'idée d'en faire une identité à part entière, d'où le nom Institut JSP. Donc, une association a été créée pour que l'Institut voit le jour de façon officiellement, avec un cadre juridique. Ouais. Mais on est étroitement lié à la porte ouverte. On est vraiment un bras de l'Église et on propose une formation biblique, formation de théologie. Donc, alors, peut-être dans JSP, est-ce qu'il y a que cette... il y a la formation... Il y a quoi comme formation ? La formation alternée ? C'est ça. Actuellement, on propose juste celle-ci. Ouais. Après, on a déjà proposé une formation résidentielle avant Covid. Mais aujourd'hui, on a une belle formation alternée qui peut se suivre à distance. Donc, c'est un gros avantage. Avec tout ce qu'on a vécu, on a vu que c'était un gros avantage de le faire à distance. Donc, pour le moment, on se concentre sur celle-ci. Et ça correspond à quoi, une formation à distance Donc, ils font quoi alors, les étudiants qui viennent à JSP sont là pour une formation de 16 mois. Alors, ils peuvent le suivre de chez eux, puisqu'ils viennent de partout en France, même Guyane, Sénégal, et donc Belgique aussi. Ils peuvent suivre avec nous les cours en direct, tout en restant chez eux, derrière leur écran. On a également une équipe sur place qui suit en présentiel. Alors, et quand on dit alterner, c'est parce que c'est le lundi soir, 2 lundis soirs sur 3 et un samedi sur 3 toute la journée. Ouais. Donc, les gens sont en direct, que ce soit par écran ou en salle, et ils suivent les cours de cette façon-là. Et ils peuvent poser leurs questions soit sur un chat, soit oralement, en direct, en live pendant le cours. Ok. Oralement aussi ? Oui. Ah oui, à distance. Oui, parce que c'est sur une plateforme... C'est Zoom. Zoom, ouais. Ah, mais c'est cool. Oui. Et alors, peut-être question à part, mais pourquoi tu as accepté d'être directrice de... Ça t'intéresse, les instituts Celle-là, tu ne me l'avais pas posée. Ah bah ouais, je me suis dit, tiens, pourquoi tu as accepté un piège ? J'ai été pendant quelques années dans un centre de formation en tant que formatrice. Ensuite, j'ai eu un poste de coordinatrice de formation. Et ensuite, j'avais décidé de faire une année sabbatique, qui a été très courte, puisqu'on m'a proposé... Parce qu'elle a duré 2 semaines. Oui, on m'a proposé de réfléchir, en tout cas, à la création de JSP. Donc, j'ai accepté la proposition. Ah, t'es vraiment au cœur du cœur de la création de JSP. Yes. Oh là là. Ah oui. Eh ben, nous sommes fiers. Merci. Jean-Marie, c'est du travail qu'elle a fait. Oui, disons qu'il y a eu une évolution. Je dirais, t'es fier d'elle. Ah oui, ça... Pardon. Bien doute. Tu es tendu une perche pour être gentil avec elle. Pardon. Faut pas que tu la rates. Avec toutes les craintes qu'il a par rapport au sujet précédent, maintenant. Ah ouais, vous êtes calme en fait. Hein. Il est devenu calme. Il vient de faire son calcul. D'où combien ça va lui coûter. D'où comme un agneau. Mais alors maintenant, ok. Donc il n'a pas répondu. Du coup, en fait. j'ai pas pu dire ce que j'ai dit. dit. Il a dit qu'il est fier. Ah, tu voulais. Je l'ai pas entendu. Elle en veut plus. Que tu lui répètes. Elle en veut plus. Vas-y. Non, je rigole. Non, je passe à autre chose. Je voulais dire que JSP est une continuation logique d'une formation qui existait avant, qui n'avait pas ce cadre associatif-là.
et qui a fonctionné depuis 15 ans. Et quand on a démarré la formation, quand on voulait faire une formation résidentielle, donc on a créé le cadre qui s'appelle JSP et qu'on a mis en place. Laquelle formation résidentielle a fonctionné 2 sessions. Et puis après, on est tombé sur le Covid, etc. Et pour l'instant... Plutôt le Covid qui est tombé sur nous. Voilà, le COVID, voilà, on s'est tombé mutuellement. Et donc, finalement, on n'a pas, pour l'instant en tout cas, on n'a pas repris cette formation résidentielle. Ok. Mais maintenant, ils sont là 2 samedis sur 3. Non, 2 lundis sur 3, un samedi sur 2. Sur 3. Ah, vous pouvez... Oui, tu dis certains. Certains samedis et certains lundis. Mais du coup, il faut quoi dedans? Vous dites qu'ils suivent des cours, mais ils suivent des cours de quoi? C'est tous les livres de la Bible? C'est quoi un peu le contenu? On a plusieurs thèmes. On a donc tout ce qui est théologique. Ça, c'est les cours théologiques. On a les cours pratiques. Ça va être tout ce qui est éducation des enfants, service social dans l'église, voilà, des cours quartier libre, les groupes de maison. Donc ça, c'est des cours vraiment très pratiques de la vie de l'église, presque, on peut dire. Et ensuite, les cours généraux, on va aussi aborder des notions administratives sur le côté juridique du ministère, comment lire un bilan comptable, parce que c'est une formation réservée aux responsables d'église. Ça, on ne l'a pas précisé. Ce qui est hyper important, c'est pour ça que je voulais venir sur ça. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut faire cette formation. C'est pas une histoire de n'importe qui. Simplement, il doit avoir la casquette de responsable. C'est pas une formation disciple, on va dire, parce qu'on appelle ça souvent formation disciple et les basiques. On est quand même un cran au-dessus puisqu'on propose une formation pour les responsables qui ont déjà une base en théologie quand même. Hein. Et pour vous, est-ce que c'est tout le monde, tous ceux qui participent à la formation ont besoin de savoir lire un bilan comptable? Comme dit, vu que c'est pour les responsables d'église, qui sont aussi relativement proches souvent des conseils d'église ou des conseils d'administration, on pense que c'est important que les responsables, au minimum, soient au courant pour que s'il y a besoin d'aide, si le pasteur a besoin de conseils, moi je pense que c'est nécessaire. Et puis c'est même nécessaire dans ta vie de tous les jours, c'est intéressant. C'est un plus quoi. Voilà, c'est un plus. Ouais. Après, on n'est pas là toute la soirée à prendre un bilan. C'est l'ensemble de la comptabilité d'une église, les choses importantes à savoir, les réglementations, puisque de plus en plus, on regarde aussi les églises, comment elles fonctionnent juridiquement au niveau comptable. Parmi les cours que j'ai préférés, c'était ceux-là, moi. C'est une toute petite... Avec Roger Gresselin. Ah oui, c'était lui. Des pépites. C'est une toute petite intro qu'on fait sur ces matières-là, parce que, en fait, c'est une forme... Le but global de la formation, c'est on se met un peu dans la peau de quelqu'un, par exemple, qui voudrait démarrer une œuvre, démarrer par exemple une petite église. Donc aussi, il a besoin de quoi? Donc il a besoin de connaissances bibliques, il a besoin de savoir-faire, il a besoin de savoir comment on suit des gens, il a besoin de savoir comment on organise quelque chose. Donc c'est assez éclectique. C'est toutes les matières, ça touche un peu à tout. Alors évidemment, dans une formation comme ça, on ne peut pas aller au bout de tout ça. C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils. Après, il faudra, un peu des clés, des bases, une intro. Après, bien sûr, il faut continuer de se former dans toutes les matières. Ouais. Ok. Oui, il y a d'ailleurs une introduction aux langues aussi, aux langues mortes et tout. Ou alors ça, on a arrêté parce que justement... j'ai fait une introduction. Oui, je vous ai vendu. On vient d'arrêter parce que c'était justement parce que pour que ce soit vraiment productif, il faut y consacrer plus de temps que ce qu'on voulait. Il ne m'avait pas passionné, moi, le cours. Oui, mais ça veut rien dire, Victor. Tu n'es pas la référence. Non, c'est vrai que... Et lundi soir, j'étais fatigué. Parce qu'il faut le dire quand même, en fait, il n'y a pas que les cours. Non. C'est quoi la méthode? Il n'y a pas que des cours, il y a du travail personnel, etc. La méthode, c'est quoi? Oui, c'est un gros investissement quand même sur 16 mois. Ça, on ment pas là-dessus. On estime à 1 heure minimum, moi je dis, de travail par jour. Mais j'ai dit minimum. Après, tu rallonges comme tu veux. Jean-Marie du 1 heure. Il y a toutes les semaines des TP. Donc l'étudiant va chercher le TP de la semaine, il découvre l'énoncé, c'est soit une étude biblique, soit la lecture d'un livre, soit une étude d'un livre. Voilà. Et l'étudiant a un délai pour le rendre. Il le rend à un correcteur, le correcteur lui corrige, lui renvoie, il y a une annotation de assez bien à très bien. Ensuite, on a des devoirs de connaissances. Donc là, c'est purement pour que l'étudiant voit ce qu'il a retenu du trimestre qui vient de passer. Et ensuite, il y a les fameux versets.
les versets bibliques. On a une liste de versets bibliques à apprendre. Donc chaque lundi soir, ils apprennent 2 versets bibliques par cœur. Et on les interroge et ils répondent par mail. On leur donne les 3 premiers mots, ils donnent la suite avec la référence. Il y en a combien en tout? Ah ça c'est... c'est sur les 16 mois. Année, ça fait, je ne sais plus, une centaine de versets. Et chaque lundi soir, il y en a 2 en plus. Mais on peut très bien interroger sur des semaines passées. T'étais comment Thibaut, toi? J'étais très bon pendant la première année. Les 6 derniers mois, j'étais vraiment pas très bon. Vraiment, j'ai très bien démarré. C'est une méthode cumulative. On apprend, ils apprennent 2 versets. La semaine d'après, ils en apprennent 2 autres. Mais ils continuent de réviser les 2. Les anciens, ouais. Donc à la fin, ça s'accumule. Je les avais tous enregistrés en audio. À la fin, je pouvais plus il y a entendre des ma voix. techniques différentes. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, tu interrogeais sur des versets, que des versets que j'avais, comme j'aimais lire la Bible avant de faire la formation, heureusement, mais je les connaissais. Je me suis dit, c'est bon en fait. Puis vint le moment où mon pack de versets que je connaissais, c'était épuisé. Je me rappelle, sur un verset, tu avais donné, c'était « Je vous donne ma paix ». D'ailleurs, je l'ai toujours plus retenu. « Je vous laisse la paix comme le monde ne la donne pas », etc. Et je ne savais plus le verset et j'ai écrit « Je vous donne ma paix ». Point, je ne savais plus. Et il m'a écrit « C'est bien Benjamin, tu es très apaisé, mais c'est insuffisant ». Donc non, à la fin, c'était l'hécatombe. Trop dur. Ouais, Jean-Marie, il aime bien interroger sur les anciens. Moi, je suis gentil. Il y a un petit côté sadique. Mais d'ailleurs, ça serait intéressant d'entendre un étudiant qui a, puisque moi j'ai parfois des échos. Là, t'en as 2. L'écho global que j'ai eu de la plupart qui l'ont fait, c'est pour eux l'enrichissement était extraordinaire. Beaucoup m'ont dit ça leur a donné beaucoup d'assurance. Oui. Ça les a vraiment aidés. C'était des responsables de groupes de maison ou même des responsables d'églises qui démarraient, donc beaucoup d'assurance. Mais on partageait aussi qu'il y avait un investissement. Alors, Ah, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment un gros investissement. Et il faut durer. Faut tenir, ouais, c'est ça. Et ce qui n'est pas évident, c'est que c'est des responsables, donc souvent dans des petites églises très engagées, un peu partout. Ils ont une cellule de maison, ils s'occupent de la technique, ils s'occupent de la louange, et on est conscient quand même que souvent, c'est en plus d'avoir un travail, puisque les gens ne s'arrêtent pas pour ça, une famille. Bon, mais on est là aussi. Heureusement que Patrice Gianetta, excusez-moi, une anecdote, Patrice Gianetta qui est responsable d'une œuvre à Briançon. Une fois, il avait suivi la formation et puis une fois, il m'entendait la présenter et quand je disais, donc, c'est à peu près 1 heure de travail par jour, tout ça, donc 7 heures par semaine pendant toute l'année. Il est venu me voir après, il me dit, tu continues de mentir encore? Il dit, tu t'es pas repenti? Il dit, non, 1 heure. 1 heure, c'est pas possible. Alors, après, il y a tout profil. Il y a les scolaires, les personnes qui ont l'habitude, qui ont eu l'habitude, et les non-scolaires. Mais avec ma petite expérience, je me rends compte que n'importe quel niveau, si je peux m'exprimer comme ça, y arrive. Oui. Et après, c'est pas les notes, on n'est pas là. Faut se plonger dans la lecture quand même. Oui, il y a un minimum. Mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Et puis tu peux en faire plus que demander, c'est-à-dire que ou tu réponds pile aux choses, ou tu peux creuser. Jusqu'à présent, oui. En tout cas, mon ami, mon feu Jacques Beauvert me disait, lorsqu'il était venu au départ, il était venu en se disant, bon, c'est une formation biblique comme il y en a dans les églises, etc. Et il dit, j'étais venu un peu avec la fleur au fusil et tout d'un coup, je me suis rendu compte du niveau qui était exigé. Il me dit, les fois d'après, j'ai dû travailler pour arriver et apporter... Si Jacques Beauvert dit qu'il a dû travailler, ça met la pression à tous les autres qui donnent des cours. Mais pour moi, c'était encourageant parce que ça m'a montré aussi à quel point, c'est pas juste une formation pour faire une formation. Et je sais que Jean-Marie tient à la rigueur, au sérieux, puisque l'enjeu ensuite, c'est quand même la capacité de communiquer l'évangile. Et puis l'enjeu est sérieux, c'est pas juste se donner bonne conscience avec une formation. Tu te rappelles que tu m'as viré d'un cours une fois? Non.
T'as déjà dû virer un élève d'un cours? J'ai entendu ça. Non. Ah, je suis le seul alors, tu m'as viré. Enfin, ça m'est arrivé dans d'autres formations. En Suisse, non, une fois. oui, en Suisse, j'ai tu m'avais viré, raconté. j'ai viré un gars une fois. Non, mais tu m'as viré, mais j'ai eu un fou rire, je pleurais de rire, j'ai perturbé tout. Ah oui, alors Ça oui, arrive, si, ouais, si même, Ah, même tu m'as demandé, aussi, hein, tu m'as demandé même de dans la partir, hein. résidentielle. Ah, ouais. Tu m'as dit non, mais c'est bon, je pense que tu peux partir. Dans la résidentielle, il y en Ça, avait- Je me suis fait virer. dans la résidentielle, une fois, quand il y en avait deux qui avaient pris un fou rire, mais Ah ouais. mais ça faisait plaisir à voir, hein, ils avaient l'air contents. Mais au bout d'un moment, j'écoutais, il vaut mieux aller rire dehors, parce que sinon on ne va pas en sortir. On va pas y arriver. Moi, ça peut m'arriver, alors... Oui, pas- bon, maintenant, moi, je me pose cette question parce qu'effectivement, elle est vraiment géniale, cette formation, mais elle est réservée qu'à des responsables spirituels. Il y a plein de gens qui aimeraient se faire former. Et ça m'amène sur le dernier sujet de l'émission, et j'aimerais qu'on parte sur ça, mais est-ce une chose importante que de se former en tant que chrétien ? Je ne parle pas forcément que des responsables, hein. Les responsables, on a compris qu'ils doivent être d'autant plus équipés, mais en tant que chrétien, et si oui, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ? Pourquoi actuellement il n'y a rien ? Pourquoi JSP ne fait rien actuellement ? Rien. Pour les gens... Les dossiers. Non, mais je veux dire... J'ai vu là un regard. C'est ça. Moi j'ai senti son talon là, dans mon tibia là. Mais non, mais qu'est-ce que ce que ça veut dire ? j'ouvre la discussion, Oui, j'ai c'est-à-dire compris. quelqu'un de lambda qui voudrait se faire former, il fait comment en fait ? Et déjà, est-ce que c'est important qu'il se fasse former ? Il y a eu de tout. Il y a des milieux où ils disent non, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. D'autres qui disent c'est essentiel d'avoir une formation. Ah bah, c'est Jésus qui dit « Allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc, il ne dit pas juste « Attendez que le Saint-Esprit vous enseigne », même si le Saint-Esprit contribue. Mais Jésus a montré qu'il devait être proactif. Mais Ah, toi, moi, toi, Et puis Jésus, Jésus a gardé les 12 avec lui pendant au moins 1 an et demi. C'est difficile de savoir exactement combien de temps, mais pendant 1 an et demi, 2 ans, il les a gardés complètement avec lui. Il dit pour les avoir avec lui et les envoyer. Avant de les envoyer, il les a gardés avec lui, donc il les a formés. toi, on te Mais rétorquera que t'étais... Là, on pourrait dire qu'il est formé, il est formé dans la perspective d'avoir des apôtres. Oui. Oui, mais enfin, alors que tous les disciples n'avaient pas passé 3 ans et demi ou 2 ans à plein temps avec lui. Mais encore une fois, toi, on te rétorquera que t'as jamais fait de formation. Alors moi, j'ai jamais suivi une formation comme celle-ci, mais j'étais autodidacte. Et puis, j'avais peut-être un avantage, c'est que comme j'ai grandi dans la maison d'un serviteur de Dieu, il y a évidemment tout ce qui m'a été communiqué de manière informelle. Qui était lui-même autodidacte. Oui. Mais il y a tout ce qui m'a été communiqué de manière informelle. Et puis il y avait la théologie pratique, on l'avait tout le temps. Mais oui, mais Moi, oui. depuis l'âge de 10 ans, j'allais avec lui visiter les malades. À cette époque-là, bien sûr, je n'étais pas dans une perspective de formation. J'accompagnais j'accompagnais papa. Mais quand tu dis que tu étais autodidacte, ça veut dire quoi ? Tu as lu des livres d'études théologiques, de certains bouquins Donc tu as fait de la théologie toi-même, personnellement, à la maison, en t'aidant d'autres livres Oui, de commentaires. en prenant d'autres livres comme Kuhn, des commentaires, etc. Bah, c'est possible. Et puis aussi en écoutant des enseignements. Écoutant des enseignements. Moi, je suis pareil. Moi, je suis autodidacte aussi. Moi, j'ai suivi aucune formation. Mais est-ce qu'à votre époque, il y avait des formations C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y avait pas tous les pasteurs enfin, 99% de tout le pentecôtisme jusqu'à il y a 10 ans en arrière, peut-être, 10-15 ans en arrière. C'était tous des gens qui sortaient comme ça de leur boulot. Ils avaient un jour arrêté l'usine et puis voilà. Puis maintenant, ils s'occupaient de l'œuvre de Dieu. Peut-être que des milieux comme les milieux méthodistes, baptistes avaient des je dis surtout toute la mouvance. C'est peut-être un peu plus que 20 ans, mais... Tim, vas-y. Moi, en tout cas, ce que je remarque en vous entendant, c'est que c'est à nous d'avoir soif d'apprendre. C'est ça. Le disciple, c'est celui qui apprend. Pour moi, c'est pas tant d'attendre qu'il y ait une formation biblique pour apprendre. Je dois apprendre avec ce que j'ai. S'il y a une formation biblique, tant mieux. S'il n'y en a pas, on a la grâce d'avoir la Bible, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit, on a la grâce d'avoir des enseignements. Et je dirais, on a la grâce d'avoir des églises locales où on peut apprendre, poser des questions. Et que je trouve que trop de gens disent « je veux apprendre »,
mais attendre qu'on leur prépare tout et on leur serve sur un plateau. Je crois que ça commence par un état d'esprit de vouloir apprendre. C'est exactement ce que je voulais dire, mais en le posant autrement, est-ce que le fait de faire des formations n'entretient pas ce côté confortable? Les gens ont pris l'habitude qu'on leur serve tout sur un plateau comme ça. Est-ce qu'ils ne se sont pas installés par exemple, nous à JSP, la plupart des TP, ça oblige à travailler soi-même. Oui, donc c'est de l'analyse. C'est pas quelque chose où tu lis seulement, où tu fais copier-coller un truc. La plupart des TP, c'est beaucoup de travail vraiment personnel. Mais du coup, tu vois, pour moi, entre les deux choses, effectivement, on dit s'il y a des formations, c'est génial, on peut leur donner plus. Et de l'autre côté, s'il n'y a pas, le cœur, c'est les gens qui doivent avoir soif. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais il y a un équilibre, ou comment ça se passe pour pas les entretenir dans quelque chose de consommation, en fait. Puisque pour certains, ces formations-là, c'est de la consommation. Et ils te font une formation biblique comme ils te font une formation. Il y en a qui enchaînent, formation sur formation. Mais ça reste une minorité. Je pense qu'il y a. En tout cas, les étudiants que nous on a, ils n'ont pas forcément un. Et là, c'est des responsables. Ce que je veux dire, c'est plus pour les gens lambda, c'est le climat en fait un petit peu. Est-ce qu'on les installe dans quelque chose? Même dans le séculier, il y a tellement de formations pour tout et tu peux refaire ta carrière professionnelle 3 fois. Enfin, c'est maintenant, on est devenu là-dedans. On a tout le temps avec les CPF, c'est en plus payé, etc. Tout le monde tourne autour de la formation. Et en même temps, je trouve qu'on manque de formations accessibles à tout le monde qui sont exigeantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut du tout cuit. Ce que je trouve chouette avec JSP, c'est que c'est pas du tout cuit, c'est que ça demande vraiment du travail et de l'engagement. Et que je trouve que ça ferait du bien à tous les chrétiens de devoir s'engager, de devoir persévérer, de devoir être challengé. Moi, je vois honnêtement, ça m'a challengé d'apprendre les versets. Mais le fait que d'avoir une note chaque semaine, ça m'a challengé. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai du mal à apprendre par cœur des versets. C'est sûr. Et je me dis, presque ça me manquerait d'avoir quelqu'un qui m'interroge chaque semaine. Je devrais faire ça avec l'équipe pastorale. Je viens le mardi. Mais des fois, c'est ça qui nous challenge, qui nous motive aussi. Moi, je pense qu'on a été... si on retrouve que... D'un côté, il y a eu des générations où culturellement, ils n'avaient aucune formation, et c'est vrai dans beaucoup de pays aujourd'hui, où il y a des serviteurs de Dieu extrêmement performants, remplis du Saint-Esprit, qui font une œuvre magnifique. Donc c'est vrai que certains en déduisent que, alors, puisque ça marche sans, pourquoi faire de la formation? Mais d'un autre côté, à long terme, quand il n'y a pas de formation, ça induit quand même aussi à long terme d'autres fragilités dans l'œuvre de Dieu. Et si on peut le faire, moi j'ai de la peine à comprendre des gens qui auraient la possibilité de se former et qui n'ont pas de soif pour ça. Personne ne mettrait sa voiture chez un mécanicien dont on saurait qu'il n'a pas étudié. Mais on ne fait rien sans avoir étudié ce qu'on fait. C'est pas... Après, moi, je sais qu'avant JSP, j'avais pas la soif de la formation biblique. Voilà, je pensais effectivement que ce que j'avais eu enfant, etc., ce que je lisais me suffisait. Et depuis que j'ai commencé JSP en tant que directrice, alors je ne fais pas la formation, mais je suis très proche, j'entends, je vois, etc. Ça bien, je pense. Oui. Mais en fait, là, je me rends compte que ça a créé une soif en moi. Vraiment. Il y a certaines thématiques où même si je suis là en tant que directrice ou encadrante, je vais tendre l'oreille, je vais garder, je vais noter, je vais regarder certains TP de plus près. En tout cas, on se rend compte qu'une vraie formation solide, avec des bonnes bases, une bonne doctrine, te donne envie d'aller plus loin. Parce que tu peux aller beaucoup plus loin. On a quand même dans le livre des Actes, Paul qui, par exemple, va passer 2 ans chez un certain Tyrannus. Et puis, il va former littéralement une école où les gens viendront. Et pendant 2 ans, Paul va enseigner tous les jours dans cette école. Donc je pense que cette forme d'enseignement est importante. Là où parfois je suis très réservé, c'est lorsque les gens confondent. Parce que les gens me disent toujours « oui, on veut étudier pour avoir plus de profondeur ».
Et les gens confondent parfois connaissance intellectuelle Tout à et fait. profondeur. Oui, c'est pas pareil. Et profondeur. Tout à fait. Parce que moi, je dis à certains, écoutez, dans vos milieux, vous êtes tellement profond et jamais rien ne se passe. Il n'y a pas une guérison, les démons ne sont pas chassés, rien ne se passe. Ouais. Oui, oui. Pour moi, c'est profond lorsque Dieu agit. C'est ça. Oui, Et de manière surprenante, Dieu agit parfois avec des gens extrêmement simples qui n'ont pas beaucoup de connaissances, mais leur relation avec Dieu est profonde. Après, quand tu es dans la formation et que tu apprends certaines choses de la facette de Dieu, où tu vois aussi la parole comme elle est juste incroyable, ça te rapproche aussi de Dieu. Absolument, je n'oppose pas l'un à l'autre, mais je fais la différence entre la connaissance. J'ai vu des gens qui avaient une connaissance ça, je suis d'accord. de l'écriture. Alors, c'était impressionnant, c'était des encyclopédies, mais dans leur vie, pour moi, il n'y avait aucune profondeur. Donc, je pense que c'est important de ne pas les confondre. Et puis il y a des formations théologiques qui font des athées. Et ensuite, j'ai quand même envie de dire que... Oui, c'est très profond, mais on ne voit plus le fond. Hein. Ouais, c'est ça, ils forment des athées. J'ai quand même envie de dire la chose suivante aussi à l'occasion, c'est que on donne, parfois en ayant ce genre de discussion, on donne le sentiment, finalement, que quand on prêche le dimanche ou quand on prêche le mardi, ça ne fait pas partie de la formation. Mais j'aimerais rappeler que la prédication fait partie de la formation. On aborde, le thème de la Bible ou le thème du pardon, le baptême du Saint-Esprit, etc. La prédestination, bien sûr, également. Et je me dis, mais si les frères et sœurs, si les amis prennent déjà le temps chaque fois, tous les dimanches, tous les mardis, de reprendre le message, de le méditer. Parce que le problème, c'est qu'on vient, on écoute, et puis on repart. Mais reprenez-le. On dirait c'était bien. Allez en replay. Prenez-le calmement à la maison. Ouvrez votre Bible. Suivez. Et vous allez voir que vous allez progresser. Le problème, c'est qu'on dit « Ah, il nous faut plus de formation », mais tout simplement parce qu'on ne fait pas cet exercice-là. Si on commençait déjà à faire celui-là, je vous assure que beaucoup de bien-aimés seraient solides. C'est sûr. Mais est-ce que maintenant, on va terminer sur ça, puisque le temps passe, mais par exemple, moi, le cours, ce qui était un long cours vraiment sur Romains, le fameux cours. Non, c'était des vidéos, non ? Oui. Mon âme s'en souvient. Faut pas tout dire. Non, mais vraiment un cours intense, mais qui m'a beaucoup apporté parce que tu étudies Romains de A à Z. Tu pourras jamais faire ça en prédication, par exemple. Oui, c'est pas la même chose. Tu pourras jamais le faire en prédication. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez ? On termine sur ça. On n'est pas en train d'annoncer une nouvelle formation, mais est-ce que vous pensez que ce serait bien, pourquoi pas, de mettre quelque chose en place de plus vaste, de plus large. Moi, ce qui des fois me fait mal au cœur, c'est ceux qui me disent « mais comment je peux me former ? T'es pas responsable, donc là, actuellement, ça va pas. » Et je sais qu'ils peuvent prendre tout et n'importe quoi sur Internet aussi. Parce qu'il y a danger. On peut se former sur tout sur Internet. Mais ça c'est sûr. On a eu cette réflexion, même en équipe pastorale, on l'a eu plusieurs fois. Et plusieurs fois, on était sur le point de démarrer, de mettre... de lancer quelque chose, de le mettre en route. Et puis, pour différentes raisons, ça a été arrêté. Donc, c'est de nouveau encore sur le plan de travail. Mais c'est vrai qu'honnêtement, tu as raison que c'est vrai qu'il faudrait... alors maintenant, on a... peut-être quelque chose d'un peu intermédiaire, en tout cas pour nous, c'est que même ceux qui ne suivent pas toute la formation JSP, on a fait un petit extrait de la formation sans le travail personnel pour ceux qui sont avec des modules. Des modules pour les responsables de groupes de maison. Pour les responsables de groupes de maison. Il y a un côté déjà... ça peut être ouvert, en tout cas, accessible. On pourrait ouvrir évidemment. Je pense que on a déjà certains modules, on pourrait les. Je pense qu'en ouvrant les modules, on pourrait faire beaucoup de travail, mais ça reste encore à définir. Mais je pense qu'il y a des idées. En tout cas, juste avant le Covid, on avait même fait une liste, etc. On était prêt à lancer quelque chose. On avait travaillé sur ça. Après, ça s'est tout bloqué. Maintenant, bon, quand on est un peu sorti, il faut qu'on redémarre. Maintenant que tu es à la retraite, tu auras le temps.
Tu vois? Oui, alors donc... et sinon le temps passe. Maintenant, hein. il a des tâches ménagères à faire maintenant. Ah oui. Bon, déjà, il ne va pas dormir cette nuit en sachant ce qu'il va payer. Moi, je pense, en tout cas, si effectivement d'avoir une formation comme ça, c'est bien. Je pense qu'une des choses desquelles on travaille beaucoup aussi, c'est la formation et l'accompagnement dans le 1 à 1. Ouais. Et que je pense qu'il est aussi vital pour une église. Ouais. C'est pas juste de lire la doctrine, tu le disais très tout bien. à fait. C'est une communication de vie, de cœur, c'est un savoir-faire, c'est un savoir penser, analyser, Oui. être sensible. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque énormément dans nos églises, où effectivement, on vient le dimanche, on écoute quelqu'un, mais des fois, on ne sait pas comment mettre en pratique dans le concret dans la vie de tous les jours. Ouais. Et donc, des fois, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour un temps, pour grandir, pouvoir s'exercer, c'est vital. C'est là que je trouve que JSP est très très complémentaire avec ce que tu fais avec Extrême par exemple, où là les gens sont accompagnés dans un travail à l'extérieur avec des gens, mais avec des personnes qui peuvent leur un petit peu leur donner un modèle et tout ça, et du coup ça fait de la formation de disciples pratiques, c'est autre chose, c'est complémentaire. Ça c'est un avantage que je trouve extraordinaire dès qu'une église est un tout petit peu plus grande et que du coup cette synergie peut se réaliser. Ça c'est une force. Ça c'est une force. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que nous sommes dans une génération où il n'y a jamais eu autant d'enseignements accessibles par tous les moyens. Alors il y en a qui ne sont pas bons, on est d'accord, mais quand même il y en a beaucoup qui sont bons. Et pourtant, on est dans une génération où la vie des chrétiens n'a jamais été aussi peu profonde. Aussi peu profonde. Lorsque je lis le livre des Actes, lorsque je vois des gens qui n'avaient pas accès à tout ce que nous avons, mais leur relation avec Dieu, la profondeur. Et lorsque je lis l'histoire de l'Église, ou même comme du temps de Finney, Wesley, lorsque je vois la profondeur et le prix que les chrétiens étaient prêts à payer pour leur foi, je me dis, mais il faut que nous revenions à ce qu'est vraiment la profondeur. Oui, après c'est tous ces gens que tu cites là, c'est ce qu'ils avaient par contre, c'était la parole de Dieu. Et l'esprit. Et tu peux pas. Pour moi, toutes ces choses-là, c'est des agréments, c'est en plus, même les prédications. Mais est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un qui se nourrit que de prédications s'il ne se nourrit jamais directement de sa parole? Non. Je pense pas. Non. Nous avons tous besoin de méditer. Mais au temps de Finney, par exemple, les chrétiens qui étaient disciples lisaient beaucoup plus la Bible que les gens aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait une lecture et une soif de juste la parole de Dieu pour la parole de Dieu. Si tu enlèves des gens aujourd'hui, la télé, tous les écrans, le net, tout ce qui est numérique, les sorties, etc., qui n'existait pas à l'époque, et beaucoup de disciples convertissaient ça en temps de prière et de lecture, qui aujourd'hui n'existe pas. Mais l'analphabétisme d'ailleurs a reculé avec l'arrivée de la Bible, et c'est au travers des protestants dont nous sommes, historiquement, puisque les évangéliques sont des contemporains de Luther, de Calvin, etc., finalement que dans les familles évangéliques, on apprenait à lire, ce qui a donné de l'avance dans beaucoup de domaines, ce qui a donné les premiers industriels étaient surtout protestants, etc., parce qu'ils savaient lire, ils lisaient la Bible et ils la méditaient. Et lorsque tu vas dans le musée du désert, c'est intéressant de voir combien dans les Cévennes, dans les Cévennes, la place de l'écriture était importante. Et je crois que les chrétiens doivent d'abord revenir à quelque chose de fondamental. C'est lisez votre Bible. Pour ça, moi, j'encourage peut-être pas forcément à regarder plus de prédications. Je l'ai déjà dit, une fois, mais peut-être d'ouvrir plus la Bible. Oui, et de la méditer. Ah oui. Parce que, pas juste. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi un tas de petits livrets où on lit une parole, et t'as ton calendrier, et puis j'ai lu la parole. Non, t'as rien lu du tout. Ça devient un peu l'horoscope. Mais ça, c'est t'as lu le commentaire de quelqu'un d'autre de la Bible. Tout ça, pour moi, c'est des agréments, c'est des en plus, mais tu te nourris jamais que de desserts. Tu grandis jamais en mangeant que des desserts, il faut manger de tout.
Thibaut, non. Thibaut, oui. Les amis, le temps passe, c'est intéressant, vous voyez, hein, comme quoi ça nous amène sur des sujets très profonds aussi. Et je pense qu'une émission comme ça peut être un agrément, mais on ne peut pas grandir spirituellement qu'en se nourrissant d'on s'y retrouve. Donc peut-être mettez pause, ouvrez votre Bible aussi. Je l'ai cité... Pas peut-être. Ou allez déposer votre candidature à JSP. Voyez. Vous avez vu comment elle est La forte. directrice est de retour. Non mais tu as raison. En plus de ça, tu as raison. Je mentionnais dernièrement dans un culte grand-père qui tous les matins et tous les soirs avec grand-mère lisent la Bible ensemble. Ah oui, la médite. Et peut-être fait exceptionnel pour certains déjà de dire mince, matin et soir ils le font, mais souvent quand je vais le visiter l'après-midi, il était là dans son lit à lire la Bible en plus. Il n'est pas en train de faire de l'excès de zèle, c'est juste parce que ça fait partie de sa vie de tous les jours. Quand j'étais enfant, alors le matin on descendait de nos chambres et souvent je voyais mon père à genoux en train de prier. C'est beau. Et alors il m'invitait à venir à côté de lui, alors je me mettais à genoux à côté de lui. Mais c'était pas quelque chose de fabriqué, c'était sa relation. Et puis combien de fois je rentrais et il était dans sa Bible, en train de surligner. Et Papa Jean, lui, il mettait des témoignages à côté des versets, etc. Mais pour lui, c'était sa nourriture quotidienne. Je voyais la joie qu'il avait. Et aujourd'hui, on a dû, comme il a plus de mal, on a dû acheter une loupe éclairée. Mais il veut lire sa Bible. Et j'ai quelqu'un qui va les... J'ai une très chère sœur qui les aide parfois dans le ménage, etc. Eh bien, ils l'attendent pour qu'elle puisse méditer avec eux. Super. Donc c'est beau. Ça fait vraiment partie de leur vie. Et je pense que c'est ça, c'est ce que tu disais à la base tout à l'heure, c'est ça le cœur en fait. Ça commence par ça. Si on n'a pas soif de cette manière-là, ça ne sert à rien de rajouter des formations. C'est plaqué. Hein. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, chers amis. Merci GG. Merci Ben. Notre quota. Yes. Non, c'est pas vrai. Je t'en remercie. Notre quota. Notre quota, t'as été notre Oui, quota la parité. féminin. Ah, d'accord. Non, mais merci. Non, c'était Non mais très, c'est très beau, bon. c'est beau avec de voir plaisir. que tu en vaux 4. Ouais. Et 4 pas des moindres. Hein. Ah oui, alors... Bon, et sinon, On va terminer. Hein, tu vois, elle nous lance un pic pour terminer, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. On va prier. Tu es d'accord de prier? Terminer par la prière? Oui. Tu es directrice de l'Institut biblique, on va te noter à la Faut fin. que ça soit, ouais. Donc attention. Hein. Bah, Seigneur, merci pour ces bons moments de partage. Oui, tu as un regard vraiment bienveillant sur nos discussions. Nous sommes vraiment dans la joie que tu sois au milieu de nous. Merci pour chacun. Merci pour cette belle famille que nous sommes. Seigneur, garde-nous dans l'unité. Amen. Amen. Merci beaucoup. GG à tous Merci, et surtout Ben. à vous, chers amis, merci de suivre cette émission. Enfin, ça vous fait du bien, c'est tant mieux. Mais on est reconnaissant de voir que ça vous fait du bien en général. N'hésitez pas à la partager, peut-être à des gens qui n'ont pas du tout soif de la parole de Dieu ou d'autres qui veulent absolument que leur mari fasse que la vaisselle. Vous pouvez partager, il y a plein de sujets dans ce retrouve. N'hésitez pas, vous pouvez l'écouter en podcast sur toutes les plateformes audio aussi. de la vaisselle Ah nous on passe de... l'étude biblique. C'est ça, on s'y retrouve. Mais ça nous édifie. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye.